Le XXe siècle fut un siècle qui a apporté énormément de progrès, mais fut peut-être essentiellement un siècle de destruction. Que ce soit la destruction de l'environnement, la destruction de la culture, la destruction de l'homme, de notre propre corps, la destruction des sociétés et des valeurs. Quand on pense construire le futur, forcément, on pense aussi construire la métropole. La tour de Bagnolet devient l'une des solutions pour justement contrer l'étalement urbain, puisqu'on peut construire dans une surface au sol très réduite, une quarantaine d'étages. Ça permettra d'abriter un nombre important de logements, contrairement à un bâtiment, bien sûr, qui serait limité à avoir 6 ou 7 étages. C'est aussi possible de résoudre un autre aspect de l'urbanisme, plutôt que d'avoir toutes les fonctions séparées, commerce, bureaux et divers types d'habitats, on empile plusieurs fonctions. Le problème de la tour, c'est qu'on ne peut pas la positionner n'importe où. Évidemment, il faut que ce soit déjà dans une zone où la hauteur soit conséquente, parce que si on vient positionner une tour dans une zone pavillonnaire, ce serait vraiment une aberration. Et l'idéal, c'est d'avoir justement une insertion, une intégration un peu douce, un crescendo et créer quelque chose d'harmonieux. On descend, disons, du quartier où la hauteur est moindre et on monte jusqu'à la tour. Donc de temps en temps, ça crée un relief artificiel minéral qui est très beau aussi dans les paysages. Des solutions d'urgence pratiques, rapides, durables, qui constituent des logements d'émergence sont aussi une priorité pour la région parisienne. Et l'idée, c'est de proposer cet habitat dans des zones où on puisse disposer d'un foncier gratuit, soit sous les métros aériens, ou alors dans des terrains qui pourront être prêtés, cédés temporairement pendant quelques années par la ville de Paris, donc pouvoir faire des logements qui soient agréables, fonctionnels bien sûr, mais qui soient esthétiques, afin de ne pas susciter du rejet, et pouvoir les installer en situation centrale, parce qu'on ne va pas prendre des populations qui vivent déjà dans la marginalité et les marginaliser encore plus en les mettant dans des périphéries éloignées. Ce ne sera pas du tout la faillite de l'architecture, ce ne sera pas du tout un projet où on n'a pas besoin d'architecte, il suffira d'empiler de modules. Au contraire, le rôle de l'architecte sera indispensable afin que ces modules deviennent plaisants, que leur agencement soit vraiment fait avec beaucoup de sensibilité pour qu'ils s'en servent dans chaque type de tissu d'une manière harmonieuse, pour qu'ils soient bien intégrés et justement participent à une attitude, disons, solidaire et suscite de l'empathie et pas de rejet. Construire une métropole ne se fait pas seulement parce qu'elle est visible et fonctionnelle. Construire une métropole se fait aussi d'une manière symbolique. Susciter l'adhésion des habitants à une entité qui n'est pas visible, qu'est-ce que c'est une métropole? Elle n'a même pas de frontières, notre métropole. C'est-à-dire cet assemblage d'identités très fortes, locales, qu'on trouve dans certaines villes, et la superposition d'une identité beaucoup plus vaste, beaucoup plus forte, qui sera celle de la région métropolitaine, qui va rassembler une multitude d'identités spécifiques qui existent déjà. Et c'est là les challenges et les défis que nous allons démarrer maintenant dans cette deuxième phase d'étude du Grand Paris.